Eh bien, ce soir, nous recevons Madame Valérie Bugeaud et Monsieur Jean Rémy qui vont nous parler d'un sujet en apparence, je n'hésite pas à le dire, quitte à les choquer, abscons, du nouvel esprit des lois et de la monnaie. Alors, il s'agit d'un thème qui peut paraître ardu, etc. Je me suis permis, devant nos invités, de feuilleter ce livre et j'ai été surpris de comprendre. Comme je ne passe pas pour un économiste distingué, je pense que vous comprendrez peut-être mieux que moi. En tout cas, ça m'a plu. Voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Alors, très vite, le pédigré, je n'insisterai pas lourdement. Nous avons affaire à un docteur en droit, nous avons affaire à un économiste spécialisé dans la banque, dans les systèmes d'information bancaire. Ils ont tous les deux un tracé passionnant, mais vous le saurez encore mieux tout à l'heure en lisant la quatrième de couve, comme on dit en jargon d'éditeurs, ou en vous procurant cet ouvrage qui, moi, m'enthousiasme. J'ai peut-être tort de faire part de ma prise de position au départ, je vous influence, mais je crois qu'il faut leur laisser la parole. À vous de jouer. Merci. Tu commences ou je commence? Allez-y. Bon. Alors moi, je vais d'abord me présenter. Donc Jean Rémy. J'ai fait toute ma carrière dans des banques internationales. Et c'est la raison pour laquelle je connais parfaitement le fonctionnement interne de ces banques, de ce type de banque, notamment toutes les opérations comptables et juridico-comptables. Alors, très rapidement, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été choqué par ce qui se passait. C'était l'époque des débuts de l'euro-dollar, donc dans les années 70. Et donc j'ai été confronté à la montée de ce marché de l'argent sans contrôle, sans frontières, et ce marché qui combine à la fois le marché d'échange et le marché des taux d'intérêt. C'est là que j'ai fait mes premières armes, et puis ensuite bon, j'ai évolué vers la banque commerciale, puis ensuite vers la banque de placement. Alors, je n'ai pas préparé à proprement parler de conférence parce que, comme vous l'a dit notre présentateur, la matière n'est pas ardue, mais elle est assez abstraite. Et Valérie et moi, nous avons fait un travail d'une certaine abstraction, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour bien comprendre ce qui se passe dans notre système bancaire et financier et aussi au niveau juridique, mais au niveau mondial, parce que nous assistons, Valérie l'expliquera beaucoup mieux que moi, nous assistons à une offensive en règle du droit français par le droit anglo-saxon via les institutions européennes. Et peu à peu, il y a une dénaturation générale de notre droit et également de nos pratiques comptables et financières, qui sont à 100%, là cette fois-ci, régulées par et d'inspiration américaine, il faut bien le dire, puisque depuis que je suis rentré il y a plus de 40 ans dans le système bancaire français, j'ai assisté à l'importation massive de concepts américains. Et même, on peut aller jusqu'à dire que les réglementations américaines ont été importées
mot pour mot. Enfin, c'est ahurissant de voir ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Alors moi, je me suis amusé à préparer une sorte de chronologie et on va jouer pour voir si vous connaissez bien votre histoire. Une chronologie donc de la poussée, parce que c'est une des thèses du livre aussi, la poussée du fait économique pour un maximum d'autonomie. Aujourd'hui, nous sommes dominés par l'économique, le fait économique, le pouvoir économique. Mais cette poussée vers cette autonomie, elle a mis, ça fait 7 siècles qu'elle existe. Hein. Ça fait 7 siècles que l'on assiste à une poussée lente et régulière du fait économique et du pouvoir économique. Alors, pour moi, ça a commencé à Venise. Généralement, on dit Venise, oui, c'est magnifique, Venise s'est enrichie grâce au commerce des tissus précieux et des épices d'Orient. Ça n'est pas vrai. Enfin, c'est accessoire, c'est pour amuser la galerie. En réalité, Venise s'est enrichie par le trafic des métaux précieux. Voilà la vraie source de la richesse de Venise. Entre 1280 et 1350, Venise a organisé un commerce de l'argent européen, c'est-à-dire que Venise démonétisait les pièces européennes pour les couler en petits lingots et les vendre et les échanger contre de l'or des Mongols. Ça se passait donc sur les confins de la mer Noire, puisque les Mongols avaient, à la suite de Gengis Khan, et qui avait conquis et établi le plus grand empire qui ait jamais existé, eh bien, c'est à sa mort, son empire a été divisé en 4 sous-empires, et Venise a commencé à effectuer son trafic avec l'empire, la partie sud de l'empire mongol, qu'on appelle les îles Khanides, qui étaient dirigées par une des maisons d'un des fils de Gengis Khan. Et ce qui a fait donc la richesse de Venise, c'est la spéculation sur les métaux précieux, avec l'appui quand même, il faut bien le dire, de l'Église, puisque l'Église soutenait à l'époque une doctrine complètement matérialiste de la monnaie, qui était de dire que la monnaie est composée d'une substance qui est l'or. Enfin, le métal précieux, et l'Église a soutenu que c'était l'or, l'ultime métal qui devait cautionner la valeur de la monnaie. Et donc, c'est le début donc d'une prise de position, comment dire, anti-institutionnelle de la monnaie. Hein. La monnaie n'est pas une institution, mais c'est une marchandise. C'est là qu'on voit les débuts d'une démarche qui n'a cessé ensuite de s'amplifier. Ensuite, eh bien, en 1345, à la fin de cette grande période d'importation d'or, c'était l'or qui avait été pillé dans toute l'Asie par les Mongols, hein, et surtout en Chine et en Inde, bien entendu. En 1345, il y a eu la première grande crise bancaire mondiale, on peut dire, puisque ça a été l'effondrement des banques florentines,
à cause de Venise, justement, qui, disposant du plus gros stock d'or d'Europe, a fait baisser volontairement les cours de l'or. De ce fait, les banques florentines, toutes les banques florentines, ont été ruinées. En 1355, en France, Nicolas Oresme, qui a écrit un traité sur les monnaies, a pris position donc pour renforcer le point de vue de l'Église en disant que les mutations, on appelait ça les mutations, c'est-à-dire le changement de, de la quantité de métal ou de métal précieux ou le changement de l'alliage, c'était quelque chose de tout à fait condamnable et donc les princes ne devaient pas procéder à ces changements. Que se passe-t-il après? Eh bien, donc, début de la Renaissance, évidemment, la soif de métal précieux causée par cette théorie matérialiste a causé, bien entendu, a été certainement une des causes fondamentales de la découverte du monde, hein, puisque c'était ceux qu'on envoyait comme Christophe Colomb au-delà des mers pour essayer de voir s'il n'y avait pas des passages, etc., des passages vers les Indes fabuleuses. Eh bien, ces gens-là avaient pour mission de trouver de l'or, hein. C'était la principale fonction qu'ils avaient. Alors, évidemment, l'or a afflué, hein, l'or des Amériques a afflué, et ensuite, eh bien, le point de vue matérialiste de la monnaie c'est complètement établi en Europe, et on a assisté donc à la création de la première banque centrale, on peut dire, la Banque d'Angleterre, en 1694, qui a été fait par les orfèvres contre le pouvoir royal. Donc, la première banque d'Angleterre, la Banque d'Angleterre, qui existe toujours d'ailleurs, eh bien, ça a été d'abord une banque privée qui s'est établie contre le trésor anglais. Ensuite, eh bien, il y a eu la Révolution française avec deux faits marquants en matière monétaire. L'autorisation de l'intérêt. Avant, c'est bien la Révolution française qui, en France, a permis donc la pratique de l'intérêt sur les prêts. Et puis, il y a eu aussi un autre phénomène marquant en économie qui a été la dissolution des corporations, l'abolition des corporations et des corps intermédiaires, ce qui est aussi un poncif de l'économie, qui est qu'il n'y a que des individus. En économie mainstream, on va dire, eh bien, on ne considère que l'individu calculant. Ensuite, eh bien, a été créée la Banque de France, toujours sur le même modèle, hein, banque privée, mais avec l'apparence de l'autorité, du Trésor et du gouvernement. Le Code de commerce a été créé ensuite, en 1807, Valérie pourra en parler beaucoup mieux que moi. Donc un système dérogatoire par rapport au droit civil. Et toujours dans cette même foulée, vous avez la création aux États-Unis en 1913 de la Réserve fédérale, donc de la Banque centrale des États-Unis, toujours par des banques privées. Donc, vous voyez que l'ensemble de déjà, ça se dessine, n'est-ce pas? Déjà, l'ensemble des
des banques centrales dès 1913 et d'essence privée et avec les apparences de l'autorité publique. Voilà. Et aujourd'hui, il y a même des banques centrales qui sont cotées en bourse. Hein. Je crois qu'il y en a 6 ou 8. 6 ou 8 banques centrales sont cotées en bourse. Alors, un peu plus tard, en 1930, est créée la BRI, qui vient chapeauter donc le système, la Banque des règlements internationaux, qui est créée à Bâle, en Suisse, pour officiellement permettre le remboursement, faciliter donc le remboursement de la dette de dommages de guerre allemands aux pays alliés, mais en fait la réalité a été tout autre chose, puisque l'Allemagne n'a pratiquement rien remboursé, mais ça a été l'occasion de mettre une pièce de plus dans le dispositif des banques centrales. Ensuite, eh bien, nous avons en 1941 en France, donc, sous occupation allemande, la création d'une institution tout à fait particulière qui s'appelle maintenant l'autorité de régulation, mais qui s'appelait la commission bancaire, et qui est en réalité une autorité, une institution juridique complètement indépendante, qui est composée de banquiers, donc des banquiers privés, qui jugent entre pairs les autres banquiers. Voilà. Les banquiers font eux-mêmes leur propre police et s'organisent entre eux. Voilà, ça a été institué en 1941 en France. Ensuite, en 1944, nous avons les accords de Bretton Woods, qui mettent en place un nouveau système financier avec le FMI et la Banque mondiale, et qui est basé sur le dollar. Qui vaut aussi bien que l'or, disait-on à l'époque. D'ailleurs, il y avait donc un lien fixe entre le dollar et l'or. Mais, comme vous le savez, ça n'a pas tenu très longtemps. En 1957, nous avons le traité de Rome, qui a été écrit en grande partie par un ancien nazi, Walter Hallstein, qui avait donc été recyclé aux États-Unis. Ensuite, nous avons en 1960 donc l'apparition du marché de l'euro-dollar, et puis en 1971 l'abandon de la parité fixe du dollar avec l'or, et donc le début de cette anarchie qui n'a cessé de proliférer, puisque ensuite, évidemment, nous avons en France donc le début de la politique de dérégulation, hein, c'est ce qu'on a appelé la dérégulation. On a abandonné tous les contrôles qui existaient auparavant. On a permis aux banques de devenir des mastodontes, et donc de faire à la fois de la banque d'investissement, de la banque de marché, de l'assurance, et tout en étant des banques de dépôt. Ensuite, eh bien, on a autorisé, par exemple en France, en 1988, on a autorisé la titrisation des créances, et Valérie pourra en parler beaucoup mieux que moi en tant que juriste. C'est-à-dire la titrisation des créances, c'est-à-dire que les banques peuvent donc constituer
à partir de leur portefeuille de prêts des titres. Elles transforment leurs prêts en titres et ensuite cèdent ces titres sur les marchés. Voilà ce que c'est que la titrisation. En 90, en France, sont autorisés les produits dérivés, dont on parle beaucoup. Ensuite, bien, tout cela est consolidé par les traités européens, le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne. Et en 2017, eh bien, nous avons une dernière consolidation en date qui est, à propos de la titrisation, une réglementation globale pour l'ensemble de l'Europe de la titrisation des créances. Ça vient de paraître en Europe. Voilà. Alors, à quoi tout cela, cette évolution, vous voyez que c'est une évolution quand même sur 7 siècles, hein, quelque chose de considérable, et qui va toujours par petits pas, progressivement, toujours dans le même sens. Hein, c'est vers toujours plus d'autonomie de la sphère économique et financière. Si bien qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la situation où eh bien, le politique, où qu'il soit d'ailleurs dans le monde, eh bien, il est à la merci de la finance. Nous sommes dans cette situation puisque je peux donner 2 chiffres et puis ça sera la fin de mon intervention. Par exemple, selon le Conseil de stabilité financière, encore un nom très amusant, le Conseil de stabilité financière, c'est une association qui est logée à la Banque des règlements internationaux à Bâle. Et ce Conseil de stabilité financière vient de nous dire, là, il y a quelques mois, que la finance de l'ombre, alors ça, la finance de l'ombre, c'est encore autre chose, c'est l'ensemble des dispositifs qui ont été créés par les banques, notamment dans les paradis fiscaux, les hedge funds, les fameux hedge funds, c'est-à-dire les... Comment ça s'appelle les fonds spéculatifs, en français, oui. Eh bien, l'ensemble de cette finance de l'ombre se monte à fin 2016 à 92 000 milliards de dollars, soit 150% du PIB mondial. Et cela, c'est la finance de l'ombre, c'est ce qui est en dehors du système bancaire. À quoi il faudrait ajouter eh bien, les 800 000 milliards de produits dérivés qui sont générés par les banques entre elles, surtout entre les banques américaines, anglo-saxonnes, anglaises et américaines. Donc vous imaginez 800 000 milliards de dollars de paris qui ont été faits par le système bancaire. Ça représente 10 fois la capitalisation boursière du monde entier. Et donc, ça représente plus de 15 fois le PIB mondial. Voilà. Voilà où nous en sommes. Évidemment, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais c'est une façon un peu anecdotique, mais quand même bien tangible, d'aborder cette question à laquelle donc nous apportons des solutions, hein, nous apportons à la fois un diagnostic et des solutions. Le livre n'est pas qu'un livre de diagnostic ou de lamentation, hein. Nous proposons bien entendu des solutions et en cela nous distinguons de beaucoup de nos collègues. Voilà, Valérie, pour la partie peut-être plus juridique. Et plus institutionnelle. Bonjour à tous, donc je suis moi juriste de formation. J'ai une première formation en droit civil et ensuite je me suis spécialisée dans l'entreprise et j'ai fait une thèse
sur le droit de l'entreprise et en particulier j'ai élaboré une théorie unifiée de l'entreprise qui en droit n'existe évidemment pas. Donc tout ça m'a amené à un certain nombre de découvertes puisque toute cette évolution que Jean vous a décrit du côté financier existe aussi du côté économique et elle n'est évidemment pas mise en valeur dans les enseignements académiques, que ce soit universitaire, ne parlons même pas de ce qui se passe avant. Donc j'ai fait tout un certain nombre de découvertes qui m'ont un peu vraiment impressionnée, même interpellée. Et ensuite, dans le cours de mon évolution professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler en fiscalité, en particulier en fiscalité internationale, ce qui a encore développé mon champ d'observation et d'analyse critique, si je puis dire. Donc de fil en aiguille, les choses se sont avérées, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde parallèle où aucune réalité n'était enseignée ni à l'université, ni à l'école. Tout ce qu'on nous raconte sur l'entreprise est falsifié, ou pas falsifié, mais en tout cas trop partial. Les projecteurs sont mis sur des choses qui finalement en réalité ont peu d'importance globale. Et on évite soigneusement de nous montrer le schéma d'ensemble qui s'avère être tout à fait intéressant pour le commun des mortels. Donc évidemment, je me suis trouvée en conflit de valeurs avec mon milieu professionnel. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter mon exercice professionnel et de me consacrer à la diffusion auprès du public de ce que j'avais appris, compris et réalisé. Donc ça m'a amené à écrire tout un tas d'articles et notamment à faire la connaissance donc, de la théorie structurale de la monnaie écrite par Jean Rémy, qui tout d'un coup a évoqué, je me suis dit il faut absolument qu'on allie nos compétences pour montrer aux gens ce qui se passe vraiment. Donc on a écrit ce livre et Jean vous a fait un peu une énumération de l'évolution monétaire, mais à partir de 1807, ce que Jean vous a raconté pour la monnaie, enfin pour la finance en 1941, la même chose s'est passée pour l'économie en France en 1807, au moment de la création du Code de commerce. Puisque vous savez que tout le monde connaît les grandes codifications napoléoniennes, la principale codification c'est le Code civil de 1804, qui a été une œuvre intellectuelle et juridique majeure. Donc c'était la grande œuvre de codification. Mais quelques années après est apparu un code de commerce, qui n'était pas du tout une grande œuvre de codification, mais qui a instauré non pas une suprématie du droit économique et du droit commercial, mais qui a instauré un mode autonome de fonctionnement du droit commercial. C'est-à-dire que les commerçants étaient autorisés institutionnellement à se juger entre eux et à pratiquer tout un tas de règles dérogatoires par rapport aux règles qui régissaient donc, le Code civil et qui régissaient la vie en commun en société humaine, non pas société commerciale. Donc à partir de là, c'est développé tout un processus économique d'autonomisation radicale de l'économie par rapport au juridique et par rapport au politique, qui a fait que le pouvoir économique a pris de l'ampleur financière, de l'ampleur en termes de capitaux, et aussi de l'ampleur par rapport au pouvoir politique. Et ce phénomène, aujourd'hui, on arrive à son extrémité, et on arrive à la situation ubuesque selon laquelle maintenant, ce sont les principes dérogatoires au droit commun qui régissaient le code les règles du commerce, qui maintenant s'imposent et régissent la vie en commun de chacun. Donc les règles du droit civil ont été totalement subverties, ou alors plutôt englouties par les règles du commerce qui ont pris finalement la place que le droit civil a laissé vacante et qui maintenant régissent quasiment l'intégralité de tous les événements de la vie de chacun, et ça va aller de mal en pis. Ce phénomène s'est beaucoup accentué avec l'intégration européenne, donc à partir du traité de Lisbonne, mais je dirais que la pente fatale était déjà très largement entreprise, et que de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui de puissance structurelle, institutionnelle,
capable de s'opposer à ça. Et ayant pris conscience de ça, je me suis dit, c'est pas possible de laisser cet héritage à nos enfants, aux générations d'après. C'est pas possible, le terme qui me vient à l'esprit n'est pas le bon, je pensais indécent, mais en réalité, c'est même un crime contre l'humanité de laisser faire ça, alors qu'on sait que ça se déroulera de cette façon-là, et que c'est inéluctable. Donc, on a entrepris avec Jean une première étape. Moi, j'avais déjà écrit quelques articles sur un site qui s'appelle le Séquart francophone pour décrypter le système économique global. Et donc ensuite, on a entrepris avec Jean d'élaborer des règles plus générales qui permettent non seulement d'expliquer comment tout ça s'est déroulé, parce que on n'est pas dans un système de rupture. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune rupture aujourd'hui. On est dans une continuité historique. Et tant qu'on n'aura pas compris cette continuité historique, il ne sera pas possible de s'opposer. Il ne sera pas possible de prendre des mesures de lutte contre le cours réglé de l'histoire. Donc voilà un peu l'histoire, la genèse de notre livre et surtout la genèse de notre pensée. Donc aujourd'hui, on arrive à la situation dans laquelle le pouvoir politique, techniquement, apparemment existe encore, mais techniquement n'existe plus. Les États, techniquement, ont déjà disparu, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, je dirais, tous les abus d'État sont le reflet du fait qu'ils n'existent plus, qu'ils ne sont pas substantiels. Ils ne sont pas assis sur une réalité, je dirais, d'ordre civilisationnel, d'ordre ancré parmi la vie des gens. Ils ont pris leur autonomie, ils sont ailleurs que dans la vie des gens. Donc je pense qu'il est important que chacun prenne conscience vraiment de ce phénomène de société qui est un phénomène historique, prenne conscience des éléments structurants, parce que quand on réfléchit bien à ce système, il y a quelques éléments structurants qui fondent, qui sont des piliers fondateurs. C'est un peu, vous savez, le talon d'Achille. Il y a un talon d'Achille à ce système. Et le talon d'Achille, il est dans l'anonymat des capitaux, il est effectivement dans la prise de contrôle monétaire. C'est les deux éléments fondamentaux, prise de contrôle monétaire et anonymat des capitaux. Vous supprimez l'anonymat. Mais oui, mais c'est lié. C'est lié à l'anonymat des capitaux. Ouais. Vous supprimez l'anonymat des capitaux, tout s'effondrera. La première vraiment lutte à mener, c'est la lutte contre l'anonymat des capitaux. Parce que la lutte contre l'anonymat des capitaux a permis une très grande partie de toutes les dérives monétaires qui ont eu lieu, etc. Une fois qu'on aura essayé de lutter contre ça, la deuxième lutte, c'est reprendre le contrôle des monnaies, parce que sans prise de contrôle des monnaies, il n'y a pas de pouvoir politique. Voilà, donc le pouvoir politique, il est lié, normalement, qu'est-ce qui détermine la politique? C'est gérer la vie des gens en commun. La politique, c'est la vie de la cité, c'est pas la vie des grands capitalistes. Donc il faut redonner un sens aux mots, il faut redonner un sens pertinent aux mots. Moi j'ai décrit par exemple dans le livre, je vous donne un exemple tout bête, mais le terme Parlement. Le Parlement, nous, on est habitués dans l'esprit français depuis la Révolution 1789, l'esprit républicain, on sait ce qu'est un Parlement. Le Parlement fait des lois, etc. Aujourd'hui, on nous a vendu un Parlement européen qui n'a absolument pas la même structure juridique que les parlements qu'on avait l'habitude de connaître. Donc en réalité, il y a un glissement sémantique et il y a un glissement conceptuel dans l'esprit des gens qui fait que les gens finissent par accepter quelque chose qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec ce que ça représentait avant. Donc il y a effectivement un très gros travail aussi sur le sens des mots, de la terminologie, de façon à ce que les mots reprennent une validité commune et permettent à nouveau la vie en société. Puisque aujourd'hui, quand chacun peut en faire l'expérience, on utilise des mots et les gens en face de nous ne comprennent pas la même chose, puisqu'ils donnent un autre sens à la terminologie utilisée. Et ça, c'est vrai en droit, c'est vrai en économie, c'est vrai partout. D'une façon générale, c'est un constat qui est vraiment radical. Donc, je pense que quand on parle d'institution, et en particulier quand on parle de droit, il est très important de définir les termes que l'on utilise et de se tenir à cette définition. Donc nous, on a essayé avec Jean d'être assez rigoureux sur ce type
propos, et en même temps on a essayé de mettre l'accent, de faire comprendre aux gens que le sens des mots avait une importance considérable, et en droit c'est flagrant, en droit c'est évident, mais je me rends compte que dans la vie courante on a le même problème. Voilà, maintenant je pense que tout n'est pas écrit dans le livre, puisqu'il reste encore pas mal de choses à élucider. Mais je pense que Jean et moi, pour ce qui est des questions monétaires, on se réserve d'écrire la suite et de décrire d'autres processus qui sont en cause, que nous n'avons pas décrits là-dedans. Et de mon côté, je me réserve, je suis en train de travailler sur la description d'institutions qui seraient viables, d'institutions politiques qui seraient saines et viables. Donc je vous invite à continuer à nous suivre. Voilà. La morale est au pouvoir. Ça dépend ce qu'on dit, ce qu'on met derrière le terme de morale. Voilà. Alors je pense que maintenant on peut passer à des questions. Et par rapport à la guerre des monnaies, au livre par rapport à la guerre des monnaies qui a été écrit par un Chinois. Ah oui, Bing Song. Oui. Comment se positionne votre... Oui. Ça n'a rien à voir. Lui, il décrit le processus de désintégration de la monnaie du côté américain. Et, il décrit toutes les malversations qui ont eu lieu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il écrit pour le gouvernement chinois en disant, écoutez, voilà ce qui est en train de se passer, vous allez vous faire subvertir, vous allez vous faire bouffer. Et lui, son objectif, c'était que la Chine ne soit pas à nouveau ensevelie sous une masse d'impostures. Nous, notre objectif, il est à la fois moins prosaïque et plus sur une structuration de long terme, et moins sur une description de phénomènes de dérégulation, des réglementations. On est plus conceptuel, on a plus une approche conceptuelle du problème. Je vais poser une question par rapport au... Vous avez commencé par rapport au financement de la guerre de 100 ans et du rôle de Venise dans le financement de la guerre de 100 ans. Oui, enfin, je n'ai pas parlé de la guerre de 100 ans, mais enfin, disons que Venise, oui, la question qui s'est posée à l'époque a été, comment dire, les princes, pour financer leur guerre, pratiquaient tous donc l'allègement des pièces, n'est-ce pas? Et ils encaissaient ce qu'on appelle le seigneuriage. Bien. Alors, cette position, cette situation a été progressivement très critiquée par l'Église, et l'Église peut-être avait aussi, comment dire, des visées politiques derrière aussi. Il y avait la défense d'une certaine éthique, mais il y avait aussi des visées politiques, parce qu'en disant cela, on amoindrissait considérablement le pouvoir des princes, puisque c'était leur principale source de financement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Venise, enfin, qui était du côté donc de la papauté, vous savez, l'opposition entre les Guelfes et les Gibelins, eh bien, Venise a entrepris, grâce à son réseau donc commercial, puisque la doctrine officielle empêchait les fameuses mutations, eh bien, Venise a entrepris de spéculer sur la matière même, sur les métaux précieux. Voilà. Et c'est ça qui a fait la puissance de Venise. Le rapport entre l'or et l'argent a été, alors qu'il était traditionnellement, hein, depuis l'Antiquité, hein, il y avait toujours le même rapport entre l'or et l'argent, il a été complètement bouleversé. Enfin, je crois que c'était
c'est passé de 1 à 8, à 1 à 15. Enfin, il y a eu donc un rapport complètement bouleversé. Et qui en a profité? Eh bien, ceux qui spéculaient sur les métaux eux-mêmes. Voilà, ça a été voilà, le problème a été là. Et donc c'est ça qui a créé la puissance de Venise et puis la puissance de son système financier, hein, puisque ils avaient à la fois, parce que tout l'or qu'ils ont importé, ils l'ont transformé en monnaie, hein, ils l'ont frappé. Oui. Monsieur Rémy, dans votre description justement de l'histoire monétaire au Moyen-Âge, qui est importante à connaître, pas du tout superflu, parce que ça nous donne un regard qui peut être opérationnel aujourd'hui même. Oui. Ça nous permet de voir, d'identifier des choses importantes. Venise n'a pas uniquement commencé à ce moment-là, il a commencé par à sous-tendre sur le plan financier les croisades qui exigeaient le flux Nous avons financé les galères. Et vous ne parlez pas aussi d'un phénomène important qui développe beaucoup les techniques bancaires. Alors, c'est les Templiers, les compensations. Oui, tout à fait. Alors, pour en parler, pour revenir aux techniques bancaires, c'est vraiment quelque chose qui m'a scandalisé quand j'étais aux manettes, aux manettes vraiment de banques, et j'étais aux manettes comptables de banques assez importantes. Eh bien, figurez-vous que les pratiques vénitiennes dont parle monsieur, les pratiques vénitiennes de comptes entre banques au niveau international, qui ont été créées à une époque où les monnaies donc étaient définies en métal précieux. Ces pratiques qui ont été mises au point parce que les monnaies étaient définies en métal précieux, elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Les méthodes comptables vénitiennes qui étaient basées sur les métaux précieux, alors que les monnaies n'ont plus rien à voir avec les métaux précieux, eh bien ces pratiques sont toujours en vigueur, alors qu'on aurait dû profondément les réformer. C'est un scandale absolu, mais enfin c'est comme ça. Voilà. C'est une des choses. Oui, alors attendez, monsieur, là ça s'explique parce que justement en Italie, ils ont remis au point la Black Bank parce qu'ils avaient un problème avec les titres, justement pourris, qu'il fallait absolument évacuer. Et comme il n'y avait plus de confiance entre les banques, ça commençait à devenir compliqué. À quelle époque vous parlez de... Ah, maintenant, en 2017, oui. Moi j'ai beaucoup fait de régulation financière et donc on a travaillé beaucoup sur ce problème. Et à l'époque, on nous avait fait cogiter sur un système de Black Bank, en fait, qui pourrait prendre une visibilité et la confiance entre les banques par rapport à la crise des subprimes qu'il y avait eu, voilà. Et alors, on avait cogité cette question, ça remonte à 6 ans. J'ai appris que ça avait été mis au point en Italie, je crois, l'an dernier ou avant l'an dernier, ce qui expliquerait en effet qu'il s'est gardé justement ce que vous dites, parce que comme tout le système des titres pourris, enfin c'est pas possible de continuer là-dessus. Et ce qu'a dit la demoiselle, c'est complètement véridique. Les économistes ont soulevé les questions, notamment le traité de Lisbonne et compagnie. On savait pertinemment ce qui s'était passé avec les subprimes, ce qui va encore se repasser. On leur a dit là où était le talon d'Achille et quelle porte il fallait refermer. Personne n'a voulu le toucher. La bonne question, c'est pourquoi? Pourquoi cette porte n'a jamais été refermée? C'est une affaire de pouvoir. BCE, BAL 3, Bretton Woods. Vous avez compris beaucoup de choses. Et les CDS aussi, on est en plein dedans. Et nous, ce qu'on a toujours dit en économie, c'est les banquiers sont là pour faire de la spéculation sur les pays en faillite. Voilà ce qu'on est constamment en train de répéter. Il faut savoir qui est à la tête de la BCE, comment a été créée la crise grecque. Et je veux dire, voilà, on a tous les économistes qui sont pour moi aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire parce qu'on a signalé, on a tout prévu, tout ce qu'on avait prédit il y a de cela 5-6 ans, on est en plein dedans.
on est en plein dedans, tout est en train de se passer, on sait exactement ce qui va se repasser. On ne Oui. s'est jamais planté sur le diagnostic. Le problème, il n'est pas là, c'est le problème en effet du pouvoir politique. Oui. Nous, on est en dessous. Enfin, Si c'est le le politique pouvoir. ne réagit pas, les économistes Non, non, ne non. peuvent rien faire. Non, non, le pouvoir politique ne réagira jamais parce que le pouvoir politique est aux ordres du pouvoir économique. C'est-à-dire, Donc sur- là, ne comptez absolument pas sur le pouvoir politique. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Quand on a voulu nous faire travailler sur la régulation financière, Mais c'est les banques qui font la régulation. Hein. C'est les banques qui se régulent Jugez elles-mêmes. parti. Mais oui. C'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, hedge funds et compagnie, pas du tout de visibilité, on ne peut pas montrer sur les comptes, on ne peut rien faire. Donc je pense que vous comprenez ce qui nous attend là prochainement. Ouais. Bah, Je ne dirai pas plus. Ouais. C'est certain. Ouais. La crise grecque a été déclenchée matériellement par une collusion de hedge funds aux États-Unis. Il faut écouter Mireille Zaki. Moi, j'ai fait toute une vidéo pour expliquer les tenants et les aboutissants de la crise grecque. C'était une grecque qui était aux États-Unis Oui. et qui a monté ce qu'on appelle le jeu Tout de est- l'euro en économie. mais bien hein. sûr. Tout est venu de là, aidé par la personne qui dirige actuellement la BCE, qu'on a mis la tête de la BCE. Donc vous comprenez tout. Voilà. Bon, ben aujourd'hui, dans le monde des économistes, on se dit, ceux qui ont compris, qu'est-ce qu'on peut faire Le monde Parce que politique je veux dire, n'existe plus. Il ne faut pas compter dessus. Hein. la problématique, elle vient là. Bah, bien Elle est sûr. là. Oui. Alors, à un moment donné, il y avait une partie des économistes qui parlaient de l'éradication du système monétaire pour essayer de créer. Et de toute façon, on y reviendra parce que on pense que ça va s'effondrer, ça va mourir de sa belle mort. Aussi attend, parce Tout que est là, fait en fait, pour. on est en train de recréer une bulle spéculative, parce que bon, bah, voilà, tout l'argent a été contenu dans les banques et là actuellement on refait ce qu'on a refait quand il y a eu la bulle spéculative, les startups et compagnie. On est reparti dans la même histoire, ça va replonger. J'espère que M. Macron ne va pas mettre au point son projet Mais il de n'existe mettre pas, des fonds monsieur Macron. dédécisés, ça va se- Oui, enfin, Voilà. entre-temps, la Deutsche Bank aura sombré et tout le système européen aura sombré avec. Parce que le jour où la Deutsche Bank... Vous avez lu les dernières Non, mais recommandations c'est le d'Alpha, problème, très c'est le intéressant. hors-bilan. Le problème, c'est le hors-bilan. C'est les CDS en hors-bilan qui sont en train de faire sombrer la Deutsche Bank, là, actuellement. On a un gros problème, c'est concret. Les CDS arrivent à maturité, on appelle, l'appel de fonds se fait et la Deutsche Bank ne peut pas payer. C'est aussi simple que ça. Non, mais la question Donc qui le se hors-bilan pose- se retrouve en bilan. La question qui se pose, l'Allemagne qui est une forte puissance économique, pourquoi on fait tomber les Deutsche Bank? Mais parce que il n'y a pas de puissance politique. Ce sont les financiers qui sont derrière l'Allemagne, les financiers qui ont été derrière l'Empire américain et les financiers qui étaient derrière l'Empire anglais. Ce sont les financiers de la City. Et la City Ce sont des financiers américains qui dirigent la Deutsche Bank Non. aujourd'hui. Ce Mais ne oui. sont pas des Allemands. Mais non. On les connaît. Vous Mais avez c'est pareil, il n'y a souligné pas de que politique à un nous. le point absolument clé, c'est l'anonymat des capitaux. Mais bien entendu, Alors, attendez, tout repose sur l'anonymat Non, mais des si c'est capitaux. pour parler pour comme ça, il faut un but, une poignée L'anonymat des de capitaux permet des choses incroyables. Vous avez, de temps en temps, la radio vous parle, il y a une revue, ça s'appelle Fortune, qui de temps en temps fait un panel des plus grosses fortunes réputées dans le monde. Alors, régulièrement, tous les ans, vous avez... Tout n'est pas dit. Hein. vous n'y trouvez pas les Rothschild. Bah, bien sûr. Vous n'y trouvez pas. Les gens, Les vraies grosses fortunes n'y sont pas. C'est les plus importants. C'est vrai. N'y figure pas. Vous avez en tête Ils sont pas traités. Bill Gates ou bien ce type de... On voit bien que tout cela est une mise en scène. Oui. Plus c'est important, vous savez, Plus dans ça la disparaît. Bible, il est dit à propos de Dieu, tu n'invoqueras pas mon nom en vain. Donc plus la personne est connue et puissante, moins il faut invoquer son nom. C'est exactement ça. hein. Mais bien sûr. Eh bien, ça s'applique à la lettre. Donc, les choses sont évidentes, mais elles sont offshore. Tout le monde le sait, sans l'avoir appliqué dans ses raisonnements. Donc, vous avez des raisonnements. C'est une schizophrénie. Ça conduit à une schizophrénie sociale, politique complète. Vous avez des discours qui tournent à vide et des réalités. Tout le monde sent bien que la réalité est ailleurs et on connaît déjà quelques principes de réalité derrière. Sans connaître tous les acteurs, beaucoup de gens maintenant ont l'idée de savoir que si quelqu'un prend des décisions, et bien personne aujourd'hui, ça se trouve plutôt par là que par là. En tout cas, il n'y a pas Macron là-dedans. Je voulais revenir un peu sur la...
je voulais revenir un peu sur la création de la BRI. Parce que la BRI a été créée par le plan Young en 1930, et la BRI a eu pour mission principale, qui n'a pas été explicitée aux yeux du public, mais d'enterrer les réparations de guerre. Donc en réalité, la BRI a eu une double mission. D'une part, empêcher les Allemands de payer les réparations aux pays qui avaient subi les dommages, donc qui étaient des réparations collectives, partiellement collectives, pas totalement, mais partiellement collectives, et pour remplacer ça, d'instaurer un système de prêts bancaires contre intérêt pour remonter l'économie allemande. Et s'il n'y avait pas eu la BRI, il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Elle a financé le Reich allemand. Elle a financé le développement, tous les préparatifs de guerre de Hitler. Et l'Allemagne a payé les intérêts rubis sur l'ongle jusqu'au dernier jour de la guerre. L'Allemagne, c'est-à-dire les Allemands qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. On est bien d'accord. Voilà. Donc la BRI, c'est une pierre, c'est un élément tout à fait stratégique de ce système international, bien plus stratégique que ne l'est le FMI ou même la Banque mondiale. Et on ne parle pas suffisamment de la BRI. La BRI est un élément tout à fait très très important, et dans la mise en œuvre des futurs DTS, la BRI aura un rôle très important à jouer. La BRI, qui est une banque privée, bien sûr, a des privilèges par traités internationaux, des privilèges d'État. Tout à fait. Mais le MES, par exemple, le siège est à Bâle. S'il y a un crime dans le... quelqu'un est abattu à coup de revolver, la police ne peut rien faire. Voilà. Et je signale que le MES européen, les statuts du MES ont été calqués partiellement sur les statuts de la BRI. Donc vous voyez vers quoi on se dirige quand même. Il faut quand même comprendre le schéma. Le problème, Bien sûr. c'est que dès qu'on commence à parler de toucher au traité, et ben voilà, personne n'y touche. Ah bah évidemment, parce qu'il faut que 27 États soient d'accord. Mais par contre, ils se sont bien mis d'accord pour faire... Ils se sont quand même bien mis d'accord pour faire le MES. Sans mettre d'accord tous les 27 États en biaisant, en prenant des voies détournées. Donc personne ne doit compter sur le politique actuellement. Le politique n'existe plus. Structurellement n'existe plus. Il est au service de l'économique. Voilà. Et l'économique, c'est les multinationales, c'est l'anonymat des capitaux. Et l'anonymat des capitaux, c'est aussi les banques, en priorité les banques. Comment vous voulez faire pour éviter actuellement... Déjà, il faut comprendre. Mais attendez, ils sont en train de... Ils ont racheté tout le monde. Je sais. Ils ont racheté tout le monde. Je sais. Avec de l'argent qui n'existe pas, je le signale en plus. Parce que cet argent, il est adossé sur rien du tout. Ils veulent travailler sur la régulation financière. C'est pas possible de Oui, travailler mais sur ça la fait régulation longtemps qu'ils ont financière. acheté les profs, Mais bien voilà, sûr. mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème. Bah, si, parce que les gens, au fur et à mesure qu'ils vont comprendre le problème, vont se dire ah, bah, on compte pas sur les autres, on compte sur nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On s'en sort toujours en comptant plus sur soi-même que sur les autres. Je voudrais vous poser une question. Là, on parle, disons, de ces problèmes en Europe, des pays comme l'Amérique, disons, vous savez. Mais du côté russe, avec le BRICS, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'eux, ils sembleraient plus indépendants. Hein. Oui, mais ils le sont plus indépendants. Parce qu'ils sont pas... partiellement. Bah, ils n'ont pas été contaminés comme nous le sommes. Par exemple, moi je connais bien l'Inde. Eh bien, c'est un pays qui pratique une politique monétaire relativement très indépendante. Oui, enfin, ils ont quand même interdit la circulation d'argent Oui, liquide. Ils ont non mais commencé par d'accord, l'Inde. mais c'était une promesse de Modi. De toute façon, il avait promis de lutter contre la corruption. Hein. La corruption, la détention d'or par sa population, il appelle ça la corruption. Non, pas la détention d'or. Si, c'est contre ça qu'il a lutté concrètement. Ouais. En tout cas, la Reserve Bank of India est une banque centrale qui d'abord n'est pas du tout privée, hein, et d'autre part, elle applique vraiment la politique voulue par le gouvernement. Par exemple, hein, mais bon, d'autres pays comme la Russie, par exemple, oui,
Oui, oui. Oui. Bah, la Russie c'est un pays compliqué parce qu'il y a des influences contraires, mais quand même récemment, le président Poutine s'est lui-même prononcé et a lui-même mis en œuvre le fait de développer les monnaies scripturales, enfin les monnaies, pardon, les crypto-monnaies, et qu'il a appelé le Master Chains, qui sont en fait, on en a parlé tout à l'heure, une forme, c'est pas le Bitcoin, c'est une autre forme de crypto-monnaie, mais ces monnaies-là sont des monnaies qui sont conçues comme des marchandises et donc qui sont appropriables. Voilà. Appropriable. Donc nous ne sortons pas du cercle vicieux consistant à dire le fait économique a la main mise sur le fait politique. Tant que nous ne serons pas sortis de cette conception matérialiste de la monnaie, puisque la monnaie, originellement, c'est ce qu'on a essayé de transmettre dans le livre, la monnaie, originellement, c'est une institution consistant à favoriser les échanges. Bien sûr. Voilà, et donc ça n'a rien de matérialiste. Favoriser les échanges, c'est pas un bien matériel, c'est un service. Donc la monnaie, fondamentalement, la monnaie est un service et n'est pas un bien. Et toutes les crypto-monnaies sont conçues comme des biens. Et la monnaie conçue comme un bien a permis son appropriation et a permis le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on ne va pas continuer dans ce type d'imposture intellectuelle en disant ce sont des pays indépendants. C'est pas possible. Derrière, il y a les grands financiers. Voilà, derrière les crypto-monnaies, il y a les grands financiers. Alors la Chine aussi a été à l'origine des crypto-monnaies, mais en même temps, récemment, il semble que le président chinois ait interdit la crypto-monnaie. Donc il y a des luttes d'influence, des luttes de pouvoir dans ces pays-là qui n'existent pas chez nous. Effectivement, en Occident, il n'y a plus aucune lutte. On a baissé les bras et personne ne cherche à reprendre ne serait-ce qu'une once de pouvoir. Donc dans les pays, dans les BRICS, il y a encore une lutte, une certaine lutte. Mais cette lutte n'est pas définitivement gagnée. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la construction de la zone Eurasia? Parce que moi, j'ai beaucoup d'immigration. De quoi? En fait, depuis plusieurs années qu'on observe en fait la possibilité d'une construction d'une zone Eurasia avec une nouvelle monnaie qui serait là pour contrer le pétrodollar. Et Poutine, qui est un fin stratège, je pense qu'il a tout pigé. Et alors en effet, ça pourrait être un gros problème pour l'euro. En même temps, ça viendrait contrarier, on va dire, le pétrodollar. Et je pense que cette zone est en train de s'affiner et de se faire avec Poutine actuellement. Vous êtes intéressé à la question ou pas? Oui, d'un point de vue conceptuel, oui, pas dans le détail. Oui, je vais vous répondre conceptuellement. La plupart des oui. grands économistes, ils sont là-dessus depuis plusieurs années. Oui, je sais. Et le Poutine, il est en train de s'y intéresser fortement et il a une stratégie qui est excellente par rapport à ça. Oui. Les financiers internationaux en général ont comme stratégie de faire échouer le dollar en tant que monnaie mondiale, monnaie d'échange international. Parce que le dollar n'est pas viable, on ne peut pas, en même temps, une monnaie ne peut pas être une monnaie à la fois locale et internationale. Les deux systèmes obéissent à des injonctions contradictoires. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de faire tomber le dollar en tant que monnaie internationale. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Progressivement. Est-ce que vous Bien avez sûr. travaillé sur BAL 3 dernièrement? Non. Là, il faut regarder, là. C'est très intéressant, parce que là, c'est un gros problème qu'on va voir prochainement. On est en plein dedans. Expliquez-nous. Mettez-vous sur BAL 3. Oui. Je laisse ça à la demoiselle qui est juriste. Elle comprendra beaucoup de choses. Mais enfin voilà, là, il faut vraiment s'y mettre. Oui, mais quel développement de BAL 3? Je connais aussi BAL 3. Elle est dernière. Les tout derniers. Puisque, voilà, réglementation monétaire, enfin vous regarderez. Oui, on va s'intéresser à ça. Vous avez vu la faillite des banques italiennes, ce qui s'est passé au Portugal. Voilà, posez-vous les bonnes questions, vous allez comprendre la suite. Les bonnes questions, c'est déjà que là, les réglementations sont faites pour que les gens ne puissent plus atteindre leur propre compte. Nous sommes d'accord, avec le seuil, soi-disant, le seuil. Non, mais ça, c'est une plaisanterie. Alors, nous sommes d'accord, mais oui. c'est ce qu'on leur fait croire. C'est malheureusement ce qu'on leur fait croire et ce que les gens gobent. Mais bien sûr, ils gobent tout ce qu'on leur dit. Ils ont même eu l'audace de vouloir, soi-disant, mettre au point une espèce d'assurance pour essayer de rassurer les gens qui voulaient
à nouveau investir sur oui, le mais marché. pourquoi se gêner, En oui. disant que si bon, il y avait un problème, la bourse se crachait ben, pour c'est lui, bien. il y avait une assurance qui était... Non, Bah c'est oui, l'assurance les des CDS, dépôts. C'est les l'assurance des CDS, dépôts. c'est une assurance aussi. Par contre, la Black Bank, on pensait que ça ne serait pas mis au point. On a bossé dessus il y a de ça 5-6 ans. Et l'Italie l'a mis au point. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça nous a fait rigoler. Parce qu'on pensait que c'était une blague à l'époque. Et l'Italie l'a quand même mis au point. Non, mais là, il y a une évolution. Oui. On parlait des dépôts, enfin, on parlait des comptes bancaires qui vont être bloqués. Mais il n'y a pas que les comptes, il n'y a pas que les comptes d'économie qui vont être bloqués. Il y a les comptes courants aussi vont être gelés. Risque. Voilà, donc il y a eu une évolution déjà depuis les 2 dernières années. On est passé d'un système où on commence à nous expliquer que les comptes Les comptes à terme, les comptes d'épargne. Les comptes d'épargne vont pouvoir être saisis. Mais maintenant, on vous explique aussi que ce sont les comptes courants qui vont être gelés. C'est bien pour ça, je vous dis, mettez-vous sur Oui, vous avez trouvé ça très intéressant. Je vais regarder ça de plus près. Lancer l'idée selon laquelle, oui, bien sûr, toujours la Banque centrale autonome, bien sûr, du pouvoir politique, on est bien d'accord. Sur les pays en faillite. Oui, enfin, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer. Spéculation sur les pays en faillite, c'est pas récent, ça date depuis longtemps. C'est comme ça que les financiers ont gagné de l'argent, en spéculant sur la pauvreté et la misère des autres. Ça, c'est le système du financier, c'est la façon qu'il a utilisée pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est quand même pas très nouveau.